et tous et bienvenue sur notre troisième plateau en ligne en direct et cette fois-ci sur le dialogue social dans les petites structures de l'économie sociale et solidaire. Nous avons organisé aussi cette année 2 autres temps sous ce même format, les Midis de l'emploi et des RH, sur l'action de formation en situation de travail, donc la FEST, mais aussi sur l'impact de la transition écologique sur les conditions de travail. Vous pouvez par ailleurs les retrouver en ligne sur le site YouTube de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc on vous invite à regarder ces autres diffusions sur le site de l'UDES. Donc que ce soit la formation professionnelle, l'intégration des salariés, les transitions, notamment la transition écologique, mais aussi numérique, ou le dialogue social, comme aujourd'hui finalement, tous ces temps-là ont pour but, pour vous, structure de l'ESS du territoire, d'améliorer vos pratiques en termes d'emploi et de recrutement pour favoriser l'attractivité de vos métiers. Avant de commencer, nous souhaitons également remercier la DRETS Provence-Alpes-Côte d'Azur pour son précieux soutien dans l'organisation de ces temps. Bienvenue à vous trois, bienvenue Jean-Marc, bienvenue Hélène, bienvenue Philippe. Pour rappel, ce Midi de l'emploi est autour du dialogue social dans les petites structures de l'économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on va rappeler quelques définitions et puis revenir sur les différentes étapes, obligations, constats, enjeux, mais également sur les élections professionnelles en cours. Selon l'Organisation internationale du travail, le dialogue social, je cite, inclut tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre différents représentants, des représentants des gouvernements, des employeurs, des travailleurs, avec des modalités diverses. Donc ça peut être sur des questions d'intérêt commun, notamment relatives à la politique économique et sociale. Donc cette notion, elle est relativement récente, le dialogue social, et il semble quand même aujourd'hui indispensable dans le bon fonctionnement à la fois de notre démocratie, mais aussi dans les structures, les entreprises employeuses. Le dialogue social dans l'économie sociale et solidaire, on peut le retrouver à différentes échelles. À la fois au niveau national, puisqu'il y a en effet des négociations collectives qui sont réalisées, au niveau multiprofessionnel, en lien avec les syndicats de salariés et l'Union des employeurs de l'ESS, mais aussi au niveau des branches professionnelles. On peut le retrouver aussi au niveau régional et au niveau départemental, puisqu'il constitue un dialogue social territorial et vient en soutien aux entreprises du territoire qui souhaitent améliorer leurs pratiques. Et enfin, et surtout, et c'est le sujet d'aujourd'hui, on le retrouve ce dialogue social dans les entreprises, notamment via la formalisation des CSE, donc des comités sociaux et économiques. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous comptons près de 9200 structures de l'ESS avec moins de 20 salariés et plus de 7700 de moins de 10 salariés. Donc nous avons beaucoup de petites structures de l'ESS en région qui emploient des salariés. On va aborder le dialogue social dans ces structures de petite taille. C'est quand même aussi l'enjeu pour nous aujourd'hui. Et on va essayer de voir concrètement comment on peut le favoriser dans ces structures. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc de Jésus. Vous êtes membre de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de l'espace régional de dialogue social de l'économie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Hélène Troyon, qui est du coup représentante du pôle travail au sein de la direction régionale de l'emploi, de l'économie du travail et des solidarités, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Hélène. Bonjour. Et enfin Philippe Cotet, qui est membre de la CGT, mais également aussi représentant de la CGT au sein de l'ERDS, donc qui est l'espace régional de dialogue social de l'ESS. Bonjour Philippe. Bonjour. Sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Jean-Marc, première question, en quoi pour vous le dialogue social peut être vécu et perçu différemment dans une structure de l'ESS, contrairement aux autres structures qui ne font pas partie de cette économie? D'une part, les structures de l'économie sociale et solidaire se caractérisent par leur mode de gouvernance démocratique, parfois participatif, c'est le cas notamment dans les SCOP, et ce qui rend la frontière donc entre les employeurs et les salariés parfois floue et complexe, et donc notamment dans la mise en place du dialogue social. Alors d'autre part, beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire, notamment celles de moins de 50 salariés,
rend davantage complexe la mise en place d'un dialogue social de qualité, car il peut être moins encadré et accompagné. Et enfin, pour l'économie sociale et solidaire, l'homme n'est pas vu et vécu comme une charge dans un équilibre économique. En tant qu'employeur de l'économie sociale et solidaire, il y a une attention en termes de qualité de vie et de conditions de travail, de formation également. On en parlera certainement un peu plus tard, parce que la formation professionnelle est importante et la formation continue est importante pour le déroulement de carrière des salariés. Et puis la place de l'homme dans le projet est une spécificité de l'économie sociale et solidaire, et on place l'humain avant le chiffre d'affaires. Donc la formation professionnelle est un axe fort des employeurs de l'économie sociale et solidaire, d'où la construction de l'appel des employeurs engagés. Alors l'appel des employeurs engagés est une charte qui a été signée en 2021 par l'ensemble des syndicats d'employeurs de l'économie sociale et solidaire, membres de l'UDES. Et donc cet appel montre à la fois les engagements que les employeurs souhaitent avoir et reprend d'ailleurs ainsi beaucoup de thématiques qui peuvent faire l'objet d'un dialogue social en interne au sein d'une structure de l'économie sociale. Merci Jean-Marc. En effet, dans l'économie sociale et solidaire, les structures ont quand même au cœur du projet l'intérêt social de leur activité. Donc c'est important que les employeurs puissent aussi s'engager en interne, au-delà de l'activité qu'ils déploient, auprès de leurs salariés, pour correspondre du coup aussi pleinement aux valeurs véhiculées. Philippe, quel constat aujourd'hui on fait sur les structures de l'ESS en matière de dialogue social? Est-ce qu'il est présent? Qu'il y a des difficultés particulières? Aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement aux petites structures de l'ESS. Et donc, les petites structures de l'ESS rencontrent à peu près les mêmes problèmes que l'ensemble des petites structures, que ce soit dans l'artisanat ou dans d'autres secteurs. Moi, ce que j'aurais envie de dire, et pour prendre la suite de ce que disait Jean-Marc, c'est que quand on se revendique de l'économie sociale et solidaire, on doit être exemplaire en matière de dialogue social à l'interne. Et quand je participe à des réunions ou à des forums avec les représentants de l'économie sociale et solidaire, je leur dis, soyez sociaux et solidaires en direction de vos propres salariés. Alors, globalement, dans les petites structures ou dans les structures de moyenne importance, ça se passe plutôt bien. Globalement, ça veut dire qu'il y a aussi des exceptions et où il y a aussi des cas où le dialogue social est plus compliqué à mettre en place. Bon, la question qui se pose pour les petites structures et pour les dirigeants des petites structures, et je pense notamment aux dirigeants des associations, c'est un problème de formation, quoi. Mettre en place le dialogue social, ça ne va pas forcément de soi. Dans les structures où on peut mettre en place des CSE, il y a quand même une technicité à avoir, donc il y a une problématique de formation des dirigeants de ces petites structures pour les aider à mettre en place ces CSE. Ensuite, il y a la question des salariés eux-mêmes. Ce qu'on constate, c'est que dans les structures de moyenne ou de petite importance, il y a souvent des constats de carence, parce que ce n'est pas toujours évident de se mettre en avant dans une petite structure pour dire je vais représenter mes collègues face à mon employeur, sachant qu'on a des relations un peu particulières avec son employeur dans des petites structures, des moins de 20, etc. Ce n'est pas comme dans une grosse entreprise. Et puis, on se heurte aussi à un troisième problème, c'est qu'il y a eu la réforme des CSE il y a quelque temps, et cette réforme des CSE a conduit à ce qu'il y ait moins de moyens pour les organisations syndicales et pour les représentants du personnel. Et donc, ça réduit aussi les possibilités pour les représentants du personnel d'agir efficacement, quoi. Donc, c'est des problématiques que rencontrent les structures de l'ESS au même titre que d'autres. Mais voilà. Merci pour ces premiers éclairages sur les constats. On se focalise sur les structures de l'ESS du territoire et pas sur l'ensemble des structures. C'est important du fait des statuts, comme vous le soulignez Jean-Marc, aussi, et du fait de la taille des structures qui sont principalement composées de peu de salariés. Maintenant que nous avons évoqué ces enjeux, il est quand même important aussi de revenir sur les obligations, les étapes
Parce que quand on parle de CSE, on ne sait pas forcément ce que ça englobe, surtout quand on est une petite structure de l'ESS et qu'on n'a pas forcément été formé autour du dialogue social. Jean-Marc, est-ce que vous pourriez nous dire ce que dit la loi au sujet de la mise en place de CSE dans une entreprise? D'une part, que le comité social et économique donc, doit être mis en place dans les entreprises et se compose de l'employeur et d'une délégation de personnel. Donc il y aura les instances représentatives du personnel élues pour un mandat de 4 ans. Et donc dans les entreprises de moins de 50 salariés, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les revendications individuelles ou collectives des salariés, notamment ce qui est relatif au salaire, mais à l'application du Code du travail notamment. Et puis le CSE est obligatoire dans les entreprises d'au moins 11 salariés sur les 12 derniers mois consécutifs, puisqu'on parle en équivalent temps plein. Et c'est à l'employeur qu'il appartient de prendre l'initiative d'organiser les élections au comité, donc à ce conseil plutôt social et économique. Et en dessous de ce seuil, les salariés peuvent élire des représentants en commission paritaire régionale interprofessionnelle. Donc vous parlez de ces commissions paritaires, on reviendra juste après du coup sur les élections professionnelles, puisque c'est un sujet qui est vraiment d'actualité en ce moment. Donc Hélène pourra nous en dire plus tout à l'heure là-dessus. Est-ce qu'il y a des exceptions dans certaines structures pour la mise en place de CSE Oui, il y a des exceptions. Par exemple, dans certaines conventions collectives, la branche prévoit des élections obligatoires en dessous du seuil minimum fixé par la loi. C'est le cas, par exemple, de la branche ALISFA, donc, qui est la branche qui s'intéresse plutôt aux structures du lien social et familial, et pour lesquelles les structures qui atteignent 8 ETP, donc sur 12 mois, doivent organiser des élections. Donc on voit qu'il y a effectivement donc des choses qui existent dans l'économie sociale et qui n'existent peut-être pas par ailleurs, mais qui doivent aussi se généraliser dans l'économie sociale. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des sujets, des thématiques particulières quand on parle de dialogue social? Quelles thématiques les salariés et les employeurs peuvent-ils aborder ensemble? Déjà, il y a de nombreux sujets sur lesquels on peut effectivement échanger entre employeurs et salariés. C'est-à-dire déjà tout ce qui relève de la durée du travail, tout ce qui relève des conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, et les plans de formation professionnelle. Puisque donc on peut effectivement, l'entreprise peut prévoir un plan de formation professionnelle, et il appartient donc à l'employeur, en relation avec les instances représentatives du personnel, de bien voir à quoi effectivement le plan de formation professionnelle va pouvoir répondre aux intérêts de l'entreprise et des salariés. Merci Jean-Marc. Philippe, je m'adresse maintenant à vous. On parle d'élection du personnel, on parle de CSE, et finalement, concrètement, comment ça va se mettre en place dans la structure, ces élections ? Concrètement, comment ça se met en place ? Il y a des élections. Les membres de CSE sont élus par les salariés de l'entreprise. Donc, ça relève, comme le disait Jean-Marc, de la responsabilité de l'employeur de déclencher donc l'organisation des élections CSE. J'insiste là-dessus, ça relève de sa responsabilité. S'il ne le fait pas, ça peut être considéré comme un délit d'entrave et susceptible d'une amende qui n'est pas forcément négligeable pour des petites structures d'ailleurs. Donc l'employeur a tout intérêt à mettre en place ces élections. Ensuite, il doit donc convoquer à la négociation d'un protocole préélectoral l'ensemble des organisations représentatives des salariés donc du secteur dans lequel se trouve l'entreprise. Et donc un protocole est négocié avec ces organisations représentatives qui prévoit les délais de mise en place des élections, de dépôt des candidatures, etc., etc. Donc il y a un premier tour qui est organisé. Premier tour qui est ouvert aux salariés représentant une organisation syndicale, et ensuite un deuxième tour, si au premier tour il n'y a pas d'élus, il y a un deuxième tour à ce moment-là où tout le monde peut se présenter, qu'il soit présenté par une organisation syndicale ou pas. Voilà un peu comment ça se déroule. Donc aujourd'hui, il y a des problématiques un peu nouvelles pour les employeurs. Liées par exemple au télétravail.
liées par exemple à l'éclatement du salariat sur des postes de travail un peu émiettés sur un territoire. Et donc il y a des modalités nouvelles d'élection qui sont mises en place, qui doivent être pensées. Et ça doit être pensé au moment de la signature du protocole pour des élections à distance, etc., etc. Avant, il y avait simplement, on votait dans l'entreprise ou on votait pour les gens qui n'étaient pas présents, qui étaient en arrêt, etc., par courrier. Maintenant, il peut y avoir des procédures un peu différentes par le vote électronique ou des choses comme ça pour les salariés qui sont un peu éloignés du siège central de l'entreprise. Donc ça, c'est à penser aussi en amont pour faciliter l'expression de l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'est intéressant, du coup, il y a des nouveaux outils qui existent aujourd'hui pour faire face à ces nouvelles formes de travail qu'on expérimente, notamment le télétravail. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des structures quand même dans l'ESS, comme on l'a fait le constat juste avant, qui n'ont pas de candidats. Donc comment on fait quand il y a une carence de candidature dans la structure ? On fait un PV de carence, c'est-à-dire que l'employeur fait un PV où il constate qu'il n'y a pas de candidats qui se sont présentés. Il doit le faire, il faut insister aussi sur le fait qu'ils doivent le faire, parce que s'il ne le fait pas, il peut être considéré comme n'ayant pas organisé les élections, et donc retomber dans ce que je disais tout à l'heure, sur le délit d'entrave, etc., etc. Et donc, eh bien, il fait ce PV de carence, et puis, eh bien, si personne ne se manifeste dans les années suivantes, eh bien, au bout de 4 ans, on relance la procédure pour essayer de trouver des représentants du personnel. Il peut arriver aussi que entre le moment où il y a eu le PV de carence et le délai de 4 ans, il y ait des salariés qui viennent taper à la porte de l'employeur en disant « Bon, il y a eu PV de carence, mais nous maintenant, on pourrait être intéressés pour se présenter. On demande à ce qu'il y ait des élections qui soient organisées. » À ce moment-là, l'employeur il peut très bien organiser de nouvelles élections et donc procéder, protocole, etc., etc. Jean-Marc, une fois que le CSE du coup s'est installé, on a fait les élections, on l'a déclaré auprès de l'État, on a nos représentants du personnel. Quel va être le rôle de l'employeur dans ce comité ? Déjà, le rôle de l'employeur, c'est au moins d'assurer la sécurité et la protection en matière de santé physique et mentale des travailleurs, donc de ses salariés. Il a l'obligation de mener des actions de prévention des risques professionnels et de pénibilité. D'ailleurs, il existe un document particulier à remplir ou dans lequel est formalisé donc les risques qui peuvent exister dans l'entreprise et donc les moyens effectivement qui sont mis en place pour essayer d'arriver à une situation qui permette une véritable sécurité. Et ensuite, il y a la conduite des actions d'information et de formation. Et donc là, c'est important. C'est important qu'il y ait ces conduites d'information parce que ça permet effectivement à ce que le dialogue social puisse réellement s'établir. C'est-à-dire que ce qui est important, et notamment quand il n'y a pas de représentants du personnel, c'est d'avoir un peu ces cellules de dialogue social qui puissent exister dans l'entreprise pour qu'effectivement, en matière à la fois de formation, quand on parle de formation professionnelle, mais à la fois d'information plus générale, donc que puissent effectivement exister ces lieux. Et puis d'autre part, il faut mettre en place donc une organisation et des moyens adaptés. Voilà. Donc un peu la situation. Pour les délégués du personnel, c'est bien ça ? Il y a des heures de délégation aussi quand on est délégué du personnel ? Tout à fait, oui, il y a des heures de délégation et donc le Conseil donc économique et social donc porte effectivement un certain nombre d'heures de délégation, mais donc on sait qu'aujourd'hui toutes les heures ne sont malheureusement pas prises. Je dis elles sont malheureusement pas prises parce que ça empêche quelquefois une remontée donc de problématiques qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise et qui permettrait, y compris à l'employeur, de pouvoir venir adapter au mieux l'entreprise dans l'intérêt à la fois des personnes quand c'est des entreprises donc, qui dépendent de l'économie, d'utilité sociale et qui dépendent donc de l'économie sociale, de pouvoir effectivement apporter un intérêt à la fois donc, au public concerné et à la fois
aux salariés qui sont dans l'entreprise. Et les syndicats dans tout ça, à quoi ça sert finalement quand on est salarié de dire ok, je vais adhérer à un syndicat de salariés, qu'est-ce que ça va faire pour eux, qu'est-ce que ça va leur rapporter et quel est le rôle aussi dans l'exercice de leur mandat en tant que délégué et représentant du personnel? Alors, l'intérêt d'être adhérent à un syndicat de salariés, c'est apporter du poids à ce syndicat, quel qu'il soit, parce que la représentativité d'une organisation syndicale est mesurée par les résultats aux élections, mais le poids du nombre d'adhérents n'est pas neutre non plus. En France, on est traditionnellement un pays où il y a peu d'adhérents dans les organisations syndicales de salariés, contrairement à d'autres pays européens où il y en a plus. Et on voit bien que le fait d'avoir aussi peu d'adhérents, ça pèse aussi dans les capacités de mettre en place le dialogue social. On n'a pas forcément un dialogue social dans notre pays à la hauteur de ce qui peut être dans d'autres pays européens. On peut le regretter, quoi. On peut aussi considérer, alors c'est pas forcément le cas dans l'économie sociale et solidaire, on peut aussi considérer que c'est du fait qu'il y a peut-être un peu de suspicion de la part des employeurs vis-à-vis des organisations syndicales en France qui ne facilitent pas la mise en place du dialogue social. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, comme le disait Jean-Marc, les employeurs ont tout intérêt à avoir des élus CSE. Parce que l'élu CSE, il va porter la parole collective. Dans une entreprise où il n'y a pas d'élu CSE, l'employeur, il est face à des paroles individuelles. C'est-à-dire que chaque salarié va venir taper à sa porte pour lui dire, voilà, moi j'ai ce problème-là, j'ai ce problème-là. Un élu CSE, lui, il va transformer la parole individuelle en parole collective de l'ensemble d'eux. Et ça, c'est quand même intéressant pour l'employeur d'avoir ce ressenti du collectif de travail, quoi. Voilà. Et puis, vis-à-vis des représentants du personnel, l'intérêt d'avoir des représentants du personnel syndiqués, représentants aussi des syndicats, c'est qu'ils sont formés. C'est qu'ils sont formés par leur organisation syndicale d'appartenance. Et donc, quand ils se retrouvent face à l'employeur, ils savent à peu près comment ça marche et de quoi ils peuvent parler, jusqu'où ils peuvent aller en termes de revendications, etc., en fonction de la taille de l'entreprise. Et donc, il y a un intérêt réciproque à avoir des représentants du personnel et des représentants du personnel formés et syndiqués. Le syndicat va permettre aussi d'amener des outils pour les représentants du personnel, c'est ça? Il y a une formation aussi, parce que vous parliez tout de suite de formation. Est-ce que c'est intéressant d'à la fois faire former, avoir recours à une formation pour le salarié qui va devenir représentant du personnel? On parlait tout à l'heure des employeurs. Est-ce qu'il existe aussi des formations pour les employeurs pour pouvoir animer ce type d'espace? Je réponds pour les employeurs. Oui, il existe des formations pour les employeurs et l'UDES essaie d'organiser un peu ça. Mais après, au niveau des branches professionnelles, il y a effectivement la possibilité pour les employeurs de se retrouver, et puis y compris dans le cadre, je dirais, des plans de formation professionnelle, on voit que effectivement les gouvernances donc peuvent effectivement faire appel donc à des fonds qui vont permettre effectivement d'organiser la formation des élus, notamment dans l'économie sociale. On parlait de gouvernance tout à l'heure, mais il y a beaucoup de bénévoles et il y a beaucoup de gens qui prennent quand même une responsabilité importante, puisque quand on est administrateur, on a une responsabilité pénale. Eh bien, il faut qu'effectivement, en face, on donne les moyens à ces bénévoles de pouvoir exécuter convenablement leur mission et donc de pouvoir être acteurs de leur entreprise. Et donc, il est important dans chaque branche et au sein donc des plans de formation professionnelle qu'effectivement la gouvernance puisse trouver les moyens d'une formation. En ce qui concerne les salariés, bien évidemment, l'ensemble des organisations syndicales de salariés organisent des formations pour leurs représentants CSE. C'est quelque chose de développé. Je pense que
il y a une problématique particulière pour les représentants CSE dans les petites structures. Souvent, les formations, elles sont axées sur les représentants CSE dans les grosses entreprises. Il faut bien dire, c'est là qu'il y en a le plus. Je pense qu'il y a nécessité d'avoir un focus peut-être sur la spécificité du rôle d'un représentant CSE dans une petite entreprise, parce que c'est pas tout à fait le même travail que dans une entreprise de plus de 50 ou même de plus de 300, etc. L'approche n'est pas la même. Dans les petites entreprises, il y a souvent des problèmes de posture pour des représentants des salariés élus au CSE. Voilà, c'est comment le représentant va se situer entre ses collègues salariés et l'employeur, avec lequel il a souvent des relations assez privilégiées, parce qu'on est dans une petite structure. Et donc, ce n'est pas forcément évident à trouver cette posture, et les représentants doivent être accompagnés sur ces sujets-là, parce que sinon, ils risquent de se retrouver, alors pas forcément vis-à-vis de l'employeur, mais vis-à-vis de leurs collègues, ils risquent de se retrouver en porte-à-faux parfois, quoi. Et donc, il faut trouver le juste équilibre pour mener à bien son mandat. L'idée, c'est que dans une petite entreprise, comme dans une grosse, mais dans une petite entreprise, le représentant du personnel ne doit pas être son propre porte-parole, quoi. Il doit être le porte-parole de l'ensemble des salariés de l'entreprise, avec la diversité des paroles qui peuvent être portées, quoi. Donc, il doit être capable de construire du collectif à partir des paroles individuelles. Et c'est pas inné, ça. Donc, ça demande des formations, un accompagnement. Et ça, l'organisation syndicale, elle est en capacité de le mener au quotidien. Quand il y a un problème qui surgit dans la structure, l'organisation peut accompagner. Voilà à peu près ce qu'une organisation syndicale peut être amenée à proposer à des élus CSE. Il y a des formations possibles pour les élus. Les élus du CSE ont également des heures de délégation. Est-ce qu'il y a une particularité ou alors un levier sur lequel qu'on peut actionner pour que ces élus puissent allier ces nouvelles missions avec leur mission initiale en tant que salariés dans la structure? Comment l'employeur peut aussi favoriser l'exercice de leur mission là-dessus? Je pense que déjà, d'une part, il faut considérer qu'il y a un collectif d'heures, parce qu'on sait que dans un certain nombre d'entreprises, il n'est pas facile, y compris pour un titulaire, de pouvoir exercer pleinement sa fonction. Et donc, il y a souvent des suppléants, et ce serait bien que le collectif d'heures soit à disposition donc des instances représentatives du personnel, afin que je dirais le suppléant vienne réellement suppléer le titulaire, et pas qu'on regarde uniquement le nombre d'heures auxquelles peut prétendre le titulaire, etc. D'autant que on en parlait tout à l'heure, avec le télétravail, avec de plus en plus, et notamment dans le médico-social, le social et le médico-social, on va avoir de plus en plus ce rôle de groupe d'autonomie qui vont intervenir au domicile, par exemple, de personnes qui ont besoin effectivement d'être prises en charge. Je pense notamment aux personnes âgées qui sont en situation de difficulté. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap, aux familles y compris dans lesquelles ces familles sont obligées de faire appel aux techniciennes d'intervention sociale et familiale. Donc eh bien, effectivement, là, il faut qu'on essaie de trouver les moyens pour qu'il y ait une véritable démocratie sociale qui puisse exister au sein de l'entreprise, et pour que ce dialogue, qui est absolument nécessaire, et tout à l'heure on en parlait, mais puisse effectivement exister. Il faut absolument qu'on crée les moyens. Et pour un des moyens, c'est effectivement que les heures soient considérées comme étant un collectif et pas comme étant individuellement attribuées. Il y a des négociations qui sont faites dans les CSE, des négociations qui peuvent être obligatoires pour les structures d'une certaine taille. Quand on est une petite structure de l'ESS de moins de 50, il n'y a pas de négociation obligatoire, c'est bien ça? C'est bien ça. Et comment, du coup, ces négociations peuvent être finalement un outil pour les structures, pour favoriser à la fois peut-être la fidélisation des salariés, ou l'attractivité des métiers, de se dire que voilà, dans la structure, je sais pas, on a fait un accord sur la mobilité, on va avoir une attention particulière sur ce point-là grâce du coup
au dialogue entre salariés et employeurs. Est-ce que c'est un élément qui peut permettre aux structures de se différencier ? Je pense que c'est un élément qui peut permettre donc aux structures, et notamment dans l'économie sociale et solidaire, de se différencier effectivement dans les petites structures. Il y a eu des études qui ont été menées, des enquêtes qui ont été menées, qui montrent que, y compris dans les petites structures, là où l'employeur est en capacité de mettre en place un dialogue avec ses salariés, eh bien, il y a moins de turnover, il y a moins de problématiques de départ des salariés, de souffrance au travail, etc. Donc, c'est pas très compliqué, quoi. Il suffit que l'employeur il décide de mettre régulièrement un temps d'échange avec les salariés. Je parle là des toutes petites structures où il n'y a pas de CSE, hein. Des structures de 3, 4, 5 salariés. Voilà, dire par exemple le matin à la prise de poste dans l'artisanat ou dans les petites structures, de dire eh bien voilà, on se prend une demi-heure. J'ai tel ou tel projet pour mon entreprise. Voilà, je vous expose mon projet. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous voyez en termes d'organisation du travail, en termes de conditions de travail. Voilà, je pense faire évoluer les salaires dans la prochaine période. Voilà les propositions que je mets sur la table. Comment vous les appréciez ? Voilà, voilà, simplement un temps d'échange pour que ce ne soit pas vécu comme des décisions unilatérales de l'employeur, sans consultation, etc., et qui parfois peuvent partir d'une bonne volonté de l'employeur. Mais à partir du moment où il n'y a pas de dialogue, ça peut être mal compris par tel ou tel salarié dans l'entreprise et conduire à des conflits, quoi. Et donc, je pense que dans les petites entreprises, il faut savoir mettre ces temps d'échange en place aussi. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut mieux formaliser les choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on construit une démarche qualité dans une entreprise, on doit la construire avec l'intérêt du dialogue social, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait effectivement des temps qui soient déterminés. C'est-à-dire qu'on puisse dire, dans un mois, on consacre par exemple 2 heures à discuter avec le personnel ou avec les instances, et avec les instances représentatives du personnel, parce que tout à l'heure, on a dit que les instances représentatives du personnel pouvaient être porteuses effectivement d'une étiquette syndicale, mais ensuite, il y a des salariés qui ne sont pas syndiqués. Pour autant, il faut effectivement que tout le monde au sein de l'entreprise puisse s'exprimer et puisse faire remonter un certain nombre de difficultés, ou d'idées d'ailleurs, hein. Ce n'est pas forcément des difficultés. Il y a des salariés qui ont des idées qui peuvent apporter une richesse fondamentale à l'entreprise, et il faut que ces salariés donc puissent effectivement s'exprimer. Et donc il faut des temps d'échange, et je pense qu'il faut formaliser les choses. Il faut les formaliser. Pour autant, dans un certain nombre d'entreprises, il y a des financements publics qui sont alloués. Et je pense notamment dans le secteur médico-social. Et justement, il faut que ces financements publics intègrent ces temps. Parce que sinon, l'entreprise n'aura pas les moyens de pouvoir mettre en place ces dispositions. Puisque du coup, il y a un peu, si je comprends bien, 2 types de dialogue là, que vous avez évoqué, Philippe. Il y a le dialogue social qui va être très formalisé dans les structures généralement de plus de 11 salariés en cas d'élection. Mais il y a aussi du dialogue professionnel qui existe, et notamment dans les structures de l'économie sociale et solidaire, où c'est quand même un climat où on dialogue peut-être plus facilement. Et pour autant, le dialogue professionnel peut être tout aussi important dans une structure. C'est bien ça ? J'ai un peu de mal avec la notion de dialogue professionnel. Je pense que le dialogue professionnel, c'est une chose. Parler du travail, du métier, c'est une chose, c'est nécessaire. Mais ça n'embarque pas tout le dialogue social. Voilà, je pense qu'il y a la place pour le dialogue professionnel et il y a la place pour des échanges autour des questions purement sociales, y compris comme l'a dit Jean-Marc, dans les petites entreprises, avec des temps formalisés pour pouvoir le faire. Hélène Troyon, qui va revenir un peu plus en détail sur les élections professionnelles des TPE, puisqu'on a beaucoup de structures de l'ESS qui ont moins de 11 salariés. Et donc, c'est fait aussi pour les salariés des entreprises de moins de 11. Donc, bienvenue, Hélène. Merci pour votre présence ici. En quoi ces élections professionnelles TPE permettent de favoriser le dialogue social ? Quel est le but de ces élections pour les salariés Alors, salariés, pour rappel, des salariés à domicile, mais aussi salariés des entreprises de moins de 11 ETP.
Alors oui, ces élections, elles concernent les entreprises de moins de 11 salariés, où comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas de CSE normalement, sauf cas exceptionnels. Mais ces salariés ne doivent pas être exclus pour autant. Et ces élections permettent qu'ils puissent voter pour le syndicat de leur choix. Ça va leur permettre, en cas de problème ou de questionnement, de se retourner vers un syndicat et éventuellement que ce syndicat leur apporte une aide. Ça leur permet de participer à la mesure de l'audience syndicale. Alors la mesure de l'audience syndicale, c'est quoi ? En 2008, il y a eu une réforme, il y a eu une loi, la réforme de la représentativité syndicale a mis en place cette audience. Avant, les 5 organisations dites historiques syndicales que tout le monde connaît, elles avaient une présomption de représentativité. Ça a été un petit peu balayé et est arrivée l'idée de la mesure de l'audience syndicale, qui a 3 composantes. Donc les élections dans les CSE, ça on en a déjà parlé, donc entreprises de plus de 11, les élections en chambre d'agriculture, donc pour le domaine agricole, et ces fameuses élections dans les TPE et pour les employés à domicile. Donc ils participent à l'audience des syndicats pour lesquels ils votent. Ça leur permet à ces syndicats d'avoir plus de poids dans la négociation collective, et notamment les conventions collectives qui leur permettent d'avoir des évolutions de salaire, des tas de choses concrètes quand même pour les salariés. Les conventions collectives, ça aborde beaucoup d'éléments. Ça leur permet aussi de peser sur la désignation des conseillers prud'homaux. Il y a beaucoup de gens, les conflits individuels, on en a tous au niveau du travail, ce sont les conseils prud'hommes qui gèrent ça. Donc c'est aussi sur ces élections-là. Et ça leur permet aussi de participer à la mise en place des CPRI. Alors les CPRI, Commission régionale paritaire interprofessionnelle, qui ont un certain nombre de missions. Je ne sais pas si je vous les détaille maintenant ou on verra plus tard. Donc tout ça mis bout à bout, c'est l'objectif qui peut paraître un petit peu... j'allais dire pas très concret pour les salariés, mais mis bout à bout, ça leur permet quand même de peser sur leurs conditions d'emploi, leurs conditions de travail, des tas de choses via la représentation syndicale et tout ce que ça permet de mettre en place. C'est vrai que c'est compliqué dans les petites structures de mobiliser les salariés sur ce genre de problématiques, parce qu'ils sont souvent assez éloignés. Donc si je comprends bien, en tant que salarié dans une structure de moins de 11 ETP, j'ai le droit, si ce n'est le devoir en tant que citoyen, de voter pendant cette période de l'année pour le syndicat de mes convictions. Donc il y en existe plusieurs. Je vais pas faire la promotion. Il y a 27 organisations candidates. Donc ça fait quand même un choix. Bon, toutes celles qu'on connaît, plus des tas d'autres, qui sont plus ou moins professionnelles. Donc ça va permettre à la fois de peser sur le poids de ce syndicat au niveau des échanges nationaux qui se font, mais aussi au niveau du territoire via les commissions paritaires, c'est ça ? Oui. Et concrètement, que font ces personnes élues dans ces commissions paritaires pour les salariés qui vont voter pour eux ? Alors, les CPRI, elles ont des missions diverses, mais bon, il y a des grandes familles quand même. Elles ont une mission de conseil, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, sur toutes les thématiques qui ont un lien avec le champ du travail, que ce soit le contrat de travail, la formation professionnelle, la gestion prévisionnaire des emplois et des compétences, la santé au travail, l'égalité professionnelle. Un employeur ou un salarié peut interroger la CPRI sur des problématiques ou des demandes d'informations liées à toutes ces thématiques-là. La CPRI, puisque ce sont des entreprises où il n'y a pas de représentants du personnel, donc elles prennent aussi une casquette de facilitation au niveau de la résolution des litiges, surtout des litiges individuels entre employeurs et salariés. Et ils peuvent être aussi force de proposition pour tout ce qui est activités sociales et culturelles, comme le sont aussi les CSE, puisque là, il n'y en a pas. Donc, voilà. Ce sont les grandes familles de missions. Après, toutes les CPRI
En région, elles sont toutes un petit peu différentes. Elles peuvent avoir différentes visions et différents projets qu'elles mènent pendant donc ce mandat de 4 ans, puisque le mandat est de 4 ans, ces élections ont lieu tous les 4 ans. Et donc c'est en ce moment. C'est en ce moment. C'est en ce moment. Qui peut voter? Comment on vote en tant que salarié? Comment on a été prévenu aussi qu'on peut voter? Comment ça se passe? Alors, qui peut voter? Il faut avoir eu un contrat de travail, peu importe le contrat de travail, un CDI, un CDD, un contrat d'apprentissage, être employé à domicile, photographie au mois de décembre 2023. Peu importe la durée du contrat. On peut avoir travaillé un jour pendant cette période-là, on va être pris en compte. Il faut avoir 16 ans révolus au début du scrutin. Le scrutin a commencé lundi 25. Il faut être inscrit sur la liste, évidemment, parce que si on n'est pas sur la liste, si on n'a pas pu vérifier, si on remplit les conditions et que pour X raison, on n'a pas été inscrit sur la liste électorale, la période des recours est terminée, on ne peut plus être inscrit. Peu importe la nationalité, il n'y a pas de condition de nationalité française, européenne ou quoi que ce soit, il suffit d'être titulaire d'un contrat de travail. Et évidemment, ne pas être déchu de ses droits civiques, conditions habituelles. Comment est-on prévenu? C'est la grande question. Alors, il y a eu 2 courriers qui ont été envoyés aux électeurs sur la base de cette fameuse liste électorale, donc photographie électorale, il y a 1 an. Donc les adresses ont pu changer. Donc c'est souvent la problématique pendant ces élections-là. Un premier courrier au mois de septembre, un second courrier qui vient d'être là, qui a été expédié la semaine du 18-20 novembre, qui contenait le matériel de vote et les codes d'accès. Parce qu'il y a 2 modalités de vote, en ligne sur le site des élections TPE, ou par courrier, modalité de vote classique, on envoie, c'est un courrier préaffranchi qu'on envoie à un centre de traitement. Si on n'a pas reçu ce courrier, qu'on a perdu ces codes, il y a une évolution cette année qui, quand même, je pense, est intéressante, c'est qu'on peut se connecter via France Connect. Donc si on a perdu son courrier, on ne l'a pas reçu, mais on se dit quand même qu'on est public cible, on devrait être sur la liste, on peut essayer quand même de voter et de se connecter avec France Connect sur le site des élections TPE jusqu'au 9 décembre. C'est justement la question que j'allais vous poser. Donc c'est du 25 novembre au 9 décembre, avec du coup une possibilité de vote aussi par courrier, hein, c'est ça? Oui, alors le vote par courrier, du coup, est un peu plus long, parce que le vote électronique du 25 novembre au 9 décembre, par contre, le vote par courrier, pour tenir compte des délais d'acheminement postaux, il faut que le courrier de réponse arrive au centre de traitement au plus tard le 18 décembre. Ça laisse un peu de temps. Proclamation des résultats le 19. Très bien. Est-ce que vous avez des éléments que vous n'avez pas pu aborder sur les élections professionnelles que vous souhaitez, toutes et tous, peut-être aborder en plus? Traditionnellement, ça fait quelques fois qu'il y a des élections qui sont organisées pour les salariés des TPE. Il ne faut pas se le cacher, la participation est extrêmement faible. Et je pense que ça nuit à l'intérêt des salariés des TPE, cette faiblesse de participation. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé beaucoup du dialogue social dans l'entreprise dans la première partie de ces échanges. Mais il y a aussi des négociations qui se déroulent au niveau des branches et qui sont extrêmement importantes, ces négociations, et qui ont des répercussions très pratico-pratiques sur la vie, la rémunération, les conditions de travail des salariés dans les grandes entreprises et dans les très petites entreprises. Et donc, la question, c'est demain, s'il y avait une plus grosse participation des salariés des TPE aux élections, on pourrait penser que les spécificités de ces salariés, de la réalité des petites entreprises, pourraient être un peu mieux prises en compte au niveau des négociations des branches. Aujourd'hui, ceux qui négocient dans les branches, ce sont la plupart du temps des représentants des grosses entreprises. C'est un fait. Et donc, à partir du moment où on a une participation aux élections qui est autour de 5-6%,
voilà, les TPE vont peser assez peu. Si demain on a des participations qui avoisinent les mêmes chiffres que dans des élections CSE, par exemple, dans des entreprises plus importantes, on pourrait penser que là, les TPE seraient prises un peu plus au sérieux et les salariés des TPE, leur intérêt pourrait être aussi mieux reconnu dans ces négociations de branche. Voilà. Et donc moi, c'est pour ça que s'il y a des salariés des TPE qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous avez reçu le matériel pour voter, allez voter, faites l'effort de prendre 2 minutes pour aller sur votre ordinateur et voter. Merci Philippe. Jean-Marc, est-ce que l'employeur peut aussi mener des actions pour favoriser le vote de ses salariés ? Oui, d'ailleurs, je pour preuve ce qui existe dans la branche chaleur, on parlait d'Alisfa, mais ça existe dans cette branche. Un accord a été passé entre les employeurs et les organisations syndicales pour œuvrer donc à la participation aux élections donc des très petites entreprises. Donc il y a encore de la marge de progression au sein de l'économie sociale et solidaire et de ces entreprises pour effectivement pousser un peu plus les salariés de ces très petites entreprises à participer aux élections donc, et qui permettra effectivement de leur permettre d'aboutir à une véritable représentation au sein et représentativité plus exactement au sein donc des instances et notamment de la CPRI. Merci à vous trois pour l'ensemble de ces apports, de ces éclairages sur toutes ces thématiques liées au dialogue social. Peut-être avant de finir et de conclure, est-ce que vous auriez un message clé à faire passer à nos auditeurs, à nos structures de l'ESS du territoire concernant le dialogue social et concernant la mise en place, ce que ça apporte à la structure tant à l'employeur qu'aux salariés? Je dirais au nom de l'UDES, surtout, c'est que effectivement nous avons une charte qui est celle des employeurs engagés, et je souhaiterais que effectivement les employeurs de l'économie sociale et solidaire s'en emparent davantage, parce que c'est la base du dialogue social. Et notre engagement en tant qu'employeur dans l'économie sociale, c'est un engagement quand même de l'ordre de la militance, je dirais. Et c'est la volonté aussi de devenir un pôle d'excellence dans ce que pourrait être le dialogue social et plus généralement sur l'ensemble des entreprises. Je pense que nous avons du travail à réaliser au sein de l'économie sociale et solidaire et qu'on doit effectivement par la suite se prévaloir de ce travail pour pousser l'ensemble des entreprises de notre pays ou des pays européens, puisqu'il y a la notion dont on parlait tout à l'heure de certains pays où le dialogue social a été beaucoup plus évolué, effectivement que ce dialogue social soit une réalité et puisse permettre à l'ensemble des acteurs donc, du monde du travail de pouvoir vivre une véritable démocratie sociale. Vous retrouverez du coup le lien vers l'appel des employeurs engagés sous la vidéo YouTube. Dès qu'elle sera mise en ligne, ça vous permettra d'aller un peu plus loin sur les échanges et d'avoir des ressources aussi pour vous engager. Philippe, je vois que vous prenez le micro. Oui, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que les organisations syndicales de salariés et la mienne, en l'occurrence, nous sommes particulièrement attachés au développement de l'économie sociale et solidaire et nous sommes acteurs au sein de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes acteurs parce que, par exemple, dans les SCOP, les organisations syndicales sont parfois à l'origine de la création des SCOP. Nous sommes acteurs aussi dans la gouvernance souvent des associations où le paritarisme est représenté. Et donc, on est attaché à l'économie sociale et solidaire. Donc, moi, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est de dire soyez, aux employeurs de l'économie sociale et solidaire, soyez exemplaires en matière de solidarité et d'action et de dialogue et d'action sociale à l'interne des entreprises de l'ESS. Et je suis tout à fait d'accord, je pense que ça peut être un outil de différenciation vis-à-vis d'autres secteurs de l'économie. Merci beaucoup Philippe. Hélène, un dernier mot pour clôturer ce temps. Un dernier mot sur les élections et l'enjeu de ces élections. C'est un scrutin quand même national qui regroupe les TPE, c'est une grosse proportion quand même de salariés, parce que c'est 5 millions d'électeurs en France, 400 000 en région PACA. Donc 400 000, on est une grosse région.
votez, ne restez pas les oubliés du dialogue social, participez par le biais de ce vote. Ça vous permettra d'être présenté et représenté dans ce dialogue social. Merci beaucoup pour ces éclairages, c'était très riche, très agréable aussi d'être ici pour vous interviewer. Que ce soit du coup pour des questions légales, mais aussi pour l'attractivité dans votre structure de l'ESS, il est essentiel de veiller à un dialogue social de qualité. Vous pouvez faire la différence grâce à ce dialogue social. Et puis, vos salariés auront d'autant plus une meilleure qualité de vie et des meilleures conditions de travail si vous favorisez le dialogue entre ces deux représentations, employeurs et salariés. Un grand merci encore une fois à la DRETS Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la fois du coup pour la présence d'Hélène, mais aussi grâce au soutien sur l'organisation de ces temps, de ces midis de l'emploi. Merci à vous d'avoir suivi en ligne, en direct, ce plateau télé. Nous étions ravis. Pour aller plus loin. Du coup, n'hésitez pas à consulter les sites internet ressources, notamment le site sur les élections du TPE de cette fin d'année qui, pour rappel, vous avez encore une bonne semaine pour voter, donc n'hésitez pas à aller voter. Et puis également les sites internet des différents syndicats, qui soient du côté employeur, mais aussi et surtout du côté salarié, pour outiller les représentants du personnel. Et puis vous avez bien entendu le site de l'ANACT, donc de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un site ressource qui dispose de guides. Et puis, vous avez aussi d'autres formations qui peuvent être réalisées à la fois par les syndicats ou l'ANACT pour favoriser le dialogue social dans votre structure. Donc, c'était le dernier Midi de l'Emploi de l'année 2024. Nous retrouverons ce plateau télé, Cityscope et d'autres intervenants en 2025 pour 3 autres Midis de l'Emploi, à la fois qui pourront être sur l'impact de l'IA sur les conditions de travail, mais aussi les nouvelles formes de recrutement. On a hâte de vous retrouver pour ces nouveaux échanges. Et merci encore pour votre présence, pour votre attention et à bientôt.